Alors, je vais vous interpréter d'une autre façon le mouvement à travers les migrations internationales, qui est effectivement un sujet du passé, du présent et de l'avenir, comme vous allez le voir. J'ai choisi de le présenter à travers des cartes, qui sont les cartes de mes atlas des migrations. Il y en a un d'ailleurs qui est en librairie ici, dont sont extraites la plupart des cartes que je vais vous présenter. J'ai fait une petite sélection. Mais je vais essayer aussi d'évoquer rapidement le passé. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent beaucoup d'illusions d'optique en termes de migration, puisque à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les migrants internationaux, qui correspondent à une définition très précise, qui aujourd'hui sont comptabilisés par le département de la population des Nations Unies, qui fait un rapport annuel, qui sont des gens qui sont nés dans un pays et qui vivent dans un autre pays que celui où ils sont nés pour une durée égale ou supérieure à 1 an en général, c'est-à-dire à partir du moment où ils doivent avoir un titre de séjour. Donc cette définition aujourd'hui correspond à ce qu'on appelle le migrant international, dont les réfugiés, dont on a beaucoup parlé dans ce qu'on a appelé la crise récente, font partie. Les réfugiés sont des migrants. Ces migrants internationaux, ils sont toujours supérieurs en nombre aux étrangers, qui sont les non-nationaux, puisque certains migrants internationaux, selon cette définition, ont parfois acquis la nationalité du pays d'accueil. Donc si vous regardez les chiffres sur ces sujets, vous verrez que le chiffre des migrants est toujours supérieur, aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle européenne ou à l'échelle des États, à celui des étrangers. Ça dépend aussi du droit de la nationalité, dont je dirais un mot, de chacun des pays d'accueil, comme on dit, puisqu'il y a des pays qui donnent la nationalité selon la naissance, ce qu'on appelle le droit du sol, alors que d'autres privilégient la filiation. Il est ainsi plus difficile d'acquérir la nationalité, donc leur chiffre d'étrangers peut être plus important que ceux qui donnent rapidement l'accès à la nationalité. Donc c'était juste pour cadrer un petit peu ces problèmes de définition. Et dans ces migrants internationaux, donc aujourd'hui, on considère qu'il y a 258 millions de migrants internationaux dans le monde, pour un peu plus de 7 milliards d'habitants, 3,5% de la population mondiale. Et en 1900, les migrants internationaux représentaient 5% de la population mondiale. Donc on considère qu'on est entré dans la seconde grande vague de migration de masse depuis les années 1880. On a eu une première période qui sont les phases de peuplement des territoires qui voulaient une immigration de peuplement, comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Australie, aussi l'Amérique latine largement. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de migration de travail. À l'échelle mondiale, ce sont les migrants de travail qui sont les plus nombreux. Ce n'est pas le cas en Europe, mais c'est le cas à l'échelle mondiale. Les réfugiés également, les gens qui viennent pour faire des études, et le regroupement familial, très important dans un pays comme les États-Unis, dans la plupart des pays européens, c'est la première source de migration légale. Et puis aujourd'hui, donc, on a des tendances nouvelles, la féminisation des migrations. 48% des migrants internationaux sont des femmes, par exemple. On a des mineurs isolés non accompagnés de plus en plus, notamment avec les crises politiques, mais pas seulement. On a des nouvelles catégories de migrants, les déplacés environnementaux, qui pour l'instant n'ont aucun statut, qu'on comptabilise autour de 45 millions à l'échelle mondiale, ce qui est assez peu pour l'instant. Et puis, on a des quantités d'autres, les apatrides et quelques autres catégories dont je vous dirai un mot. Je voudrais seulement insister sur le fait qu'à la différence de la fin du XIXe siècle, où c'était surtout les Européens qui bougeaient à travers le monde, à travers la migration de travail et de peuplement, mais aussi la colonisation, le commerce international, etc., cette migration de masse de la fin du XIXe siècle et du début du XXe étant favorisée par un aspect technique très important qui a été le passage de la marine à voile à la marine à vapeur. Ça peut paraître un détail négligeable, mais la plupart des historiens de cette période montrent qu'à partir du moment où les moyens, et puis les trains bien sûr,
À partir du moment où les moyens de transport ont changé, surtout les cargos de grande capacité, il fallait désormais rentabiliser ces grandes compagnies de bateaux. Donc il y avait toute une publicité pour les nouveaux mondes dans les terres potentielles d'émigration, qui étaient notamment l'Allemagne, qui était très peuplée, également la Russie, pour ceux qui s'y trouvaient mal, notamment les minorités, et dans quelques autres régions du monde. Et donc, pour remplir les bateaux, il fallait remplir ces gros bateaux, les rentabiliser. Les Italiens aussi, après le Risorgimento de 1860, donc sont venus nombreux comme migrants à travers non seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis, l'Amérique du Sud, etc. 31 millions d'Italiens sont partis à l'étranger en un siècle. On a eu toute une publicité, comme on dit, une réclame, comme on disait à l'époque, pour la migration. Il y avait une certaine mode de la migration, qui existe aussi aujourd'hui différemment, à travers les gens qui traversent la Méditerranée, mais à l'époque, les grands voyages étaient à la mode pour changer de vie, pour avoir plus d'opportunités, aussi bien d'ailleurs, pas seulement pour des pauvres, on a toujours une image très paupérisée de la migration du passé, alors qu'il y avait beaucoup de catégories moyennes qui ont trouvé des opportunités dans des pays où il fallait tout construire. Donc on a toute une vague des migrations qui est favorisée par la modernisation des moyens de transport entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Ensuite, on a eu beaucoup de bouleversements, notamment de 3 grands empires qui ont disparu, l'Empire ottoman, l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois, qui ont amené des nationalités diverses, des réfugiés notamment, à cette époque, notamment vers l'Europe, entre autres. Et on a inventé progressivement ce qui sera ensuite le statut de réfugié, le passeport Nansen, donc 1922, qui a été créé pour trouver une solution pour les gens qui venaient de ces grands empires qui avaient disparu. Et puis, on va avoir de nouvelles vagues de migration de travail avec la reconstruction suite à la Première Guerre mondiale en Europe, mais aussi des réfugiés, les Espagnols notamment, mais aussi beaucoup d'autres vagues qui sont liées au bouleversement de l'Europe centrale et orientale et aussi du passage de l'Empire ottoman à la Turquie, des échanges de population dans cette région, notamment avec la Grèce, etc. Donc beaucoup de mobilité. On a une image fausse d'un monde du passé fixe, alors que le monde du passé était beaucoup plus mobile qu'on ne l'imagine, y compris pour des gens qui étaient dans le monde rural, qui étaient des ouvriers paysans, qui traversaient les frontières. Et la grande différence entre le passé et aujourd'hui, c'est que la logique des frontières s'est inversée. C'est-à-dire, dans le passé, il était souvent difficile de sortir de chez soi. D'une part, c'était coûteux. D'autre part, les régimes autoritaires considéraient que la population était une ressource agricole, militaire, fiscale, donc rendait difficile la sortie, sauf pour les indésirables, les minorités, etc. Et il était assez facile d'entrer ailleurs, parce que les pays cherchaient de la main-d'œuvre, cherchaient de la population qui allait rester. Ils étaient accueillis à bras ouverts, cherchaient à peupler les colonies conquises. Et donc, on entrait assez facilement. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Depuis les années 1990, on est entré dans une deuxième grande vague de migration de masse qui est liée à la fois à l'effondrement du monde soviétique. Donc, on a pu sortir du rideau de fer, très important, la suppression du rideau de fer. On a pu sortir de Chine également, et beaucoup de pays du Sud ont délivré assez libéralement des passeports parce qu'ils ont compris qu'ils avaient plus intérêt à faire sortir les gens qu'à les maintenir chez eux s'ils voulaient garder une certaine stabilité à leur régime politique, quel qu'il soit. Donc il est devenu facile de sortir de chez soi. Dans presque toutes les régions du monde, il y a un droit de sortie généralisé qui s'est mis en place, qui est d'ailleurs consigné dans un certain nombre de grandes conventions internationales, notamment la Convention de 1948 sur les droits, sur les droits de l'homme, qui dit que tout homme ou femme a le droit de quitter un pays, y compris le sien, donc qui est le fondement du droit à la mobilité. En revanche, il est de plus en plus difficile d'arriver quelque part. C'est toute la tragédie de la Méditerranée parce que le monde s'est érigé en mur avec des systèmes de visas, etc.
et il est très difficile d'entrer légalement quelque part, sauf pour quelques catégories qui sont protégées par des droits, notamment des droits qui sont des droits fondamentaux, le droit d'asile, Convention de Genève de 1951, le regroupement familial, qui est souvent un principe constitutionnel, notamment dans les pays occidentaux, dirions-nous, Europe, États-Unis, Canada et ailleurs. Également l'éducation. Il y a eu une grande ouverture pour faire circuler les élites du monde entier, chaque pays voulant attirer ses propres de nouvelles élites. En revanche, pour les autres, il y a une très grande difficulté à obtenir des visas, d'où finalement l'économie du voyage qui est devenue florissante à travers le trafic du passage dont on parle. Alors cette migration internationale, donc, elle est mondialisée. Aujourd'hui, il y a très peu de régions, comme vous voyez sur la carte, qui sont épargnées par les migrations dans leur grande diversité. On pourrait même faire plusieurs typologies, puisque je sais que vous êtes tous des scientifiques. On peut faire une typologie, disons, des migrations par région du monde, qui sont des systèmes migratoires régionaux, comme je vais vous l'expliquer, mais aussi on pourrait faire une typologie, comme je l'ai faite dans un de mes livres, en prenant le monde comme une sorte d'orange qu'on coupe en quatre. D'un côté, les migrations nord-nord, les migrations nord-sud, les migrations sud-sud et les migrations sud-nord. Aujourd'hui, il y a autant de migrants au sud de la planète qu'au nord, alors qu'on a l'impression que tous les migrants viennent du sud et veulent venir chez nous. Rien de plus faux. Le sud est la région qui accueille le plus les réfugiés, par exemple. Les 3/4 des réfugiés du monde, dans les crises récentes, ont été accueillis par des pays du Sud. Les Afghans ont été accueillis surtout par l'Iran et par le Pakistan, qui ne sont pas les pays les plus riches du monde. Les Irakiens ont été accueillis par la Syrie, pour plus d'1 million d'entre eux. Les Syriens, 3,5 millions d'entre eux ont été accueillis en Turquie, ainsi qu'au Liban, également en Jordanie, qui ne sont pas non plus des pays les plus riches qui soient. Donc le Sud accueille aussi l'essentiel des déplacés environnementaux, qui sont les plus pauvres des migrants, qui sont souvent attachés au milieu naturel. Ce sont des pêcheurs, des agriculteurs, etc. Ils vont souvent se réfugier soit dans leur propre pays. Sur les quelques 50 millions d'entre eux, on n'a pas un chiffre très précis, parce qu'au Sud, on n'a pas toujours une comptabilisation stricte des catégories de migrants. Entre 45 et 50 millions, les 3/4 sont des migrants internes et 17 millions seulement sont des migrants internationaux qui traversent des frontières, mais souvent qui font du pays d'à côté. Donc on a de plus en plus de migration sud-sud, y compris pour le travail, parce que souvent il est plus facile d'entrer dans un pays voisin. Il n'y a pas de visa, etc., d'un pays du Sud à un autre pays du Sud. Donc la migration sud-sud s'est considérablement développée dans cette deuxième grande vague migratoire des années 1990 à aujourd'hui. Donc on voit que le monde est non seulement mondialisé en termes de migration, mais aussi régionalisé. C'est une deuxième typologie qu'on peut faire, c'est-à-dire que le monde se découpe en systèmes migratoires régionaux. Si on regarde les chiffres, par exemple, du département de la population des Nations Unies, qui sont un petit peu austères, on s'aperçoit que dans toutes les régions du monde, sans aucune exception, les migrants internationaux viennent de la région. Et ce n'était pas du tout le cas, justement, dans la première vague des années 1900. Il y avait surtout des Européens qui allaient aux États-Unis, qui allaient en Amérique latine, etc. Aujourd'hui, aux États-Unis, la moitié des migrants sont des gens du continent nord-américain, c'est-à-dire des Mexicains et des Canadiens. Si vous allez en Amérique du Sud, l'écrasante majorité des migrants internationaux sont des gens d'Amérique latine qui viennent migrer dans un autre pays latino-américain. Donc c'est un système migratoire régional facilité par une liberté de circulation interne qui s'appelle l'UNASUR, qui est un système de libre marché, de libre circulation de la main-d'œuvre. En Europe, aujourd'hui, avec l'ouverture à l'Est, les migrations intra-européennes sont le tiers de la migration en Europe aujourd'hui, ce que la plupart des gens ont du mal à comprendre. Et le reste vient de la rive sud de la Méditerranée, qui a des liens transnationaux très forts et ancestraux pour des raisons coloniales, géographiques, historiques,
avec la rive nord, donc la rive sud vers la rive nord, et c'est l'essentiel de la migration en Europe, Maghreb, Turquie, Égypte, etc., Proche-Orient. Et donc, on est dans un système migratoire régional, euro-méditerranéen, où la frontière est au milieu. Malheureusement, c'est la Méditerranée. En Afrique, l'essentiel des migrations en Afrique sont des Africains, et un Africain sur deux, un peu plus que sur deux, migre en Afrique, contrairement à ce que pensent ceux qui croient que les Africains vont tous venir chez nous. En Asie, l'essentiel des migrations vient d'autres pays asiatiques. En Russie, l'essentiel des migrations, je lisais tout à l'heure un texte dans mes travaux en étant ici, vient de la CEI, c'est-à-dire Asie centrale, Sud-Caucase et un petit peu Chine. Donc on est dans un système migratoire régional facilité par l'abolition des visas pour les travailleurs. De même qu'en Afrique, on a 5 systèmes de libre circulation des travailleurs dans plusieurs régions africaines. En Asie, on a un grand système qui s'appelle l'ASEAN, qui permet la circulation également de la main-d'œuvre dans l'Asie du Sud-Est, par exemple. Et l'essentiel des Chinois, 50 millions dans le monde, sont en Asie du Sud-Est. L'essentiel des Indiens, 30 millions dans le monde, sont dans la région, également en Afrique de l'Est. Donc on a essentiellement un système migratoire régionalisé, en systèmes migratoires régionaux, facilités par des mécanismes institutionnels facilitant cette fourniture de migration de travail. Il ne faut pas oublier le Golfe qui est la 3e région migratoire du monde, après l'Europe et les États-Unis, qui attire une immigration plutôt régionale, c'est-à-dire Maghreb, Machrek et également Pakistan, Philippines, et donc qui absorbe une grande partie de la main-d'œuvre. Et certains pays du Golfe ont 80% d'étrangers sur leur territoire sans droit en réalité, sauf celui de travailler. Donc on est dans cette nouvelle configuration migratoire aujourd'hui où il y a un certain décalage entre la généralisation de l'économie de marché dans le monde, ou presque partout, et la sécurisation accrue du régime des frontières, surtout dans les pays qui sont démocratiques, qui sont liés à leurs opinions publiques et qui réagissent dans cette sécurisation par rapport aux sondages et à la montée des partis d'extrême droite très hostiles à la mondialisation des migrations. Alors je voulais ensuite vous montrer que cette migration, malgré les programmes de ces partis politiques qui refusent la réalité, les migrations sont un phénomène structurel. On n'arrêtera pas le mouvement, précisément. Le monde bouge, et c'est bon signe parce que la migration est une source de richesse économique. Mais pas seulement, mais pour des raisons surtout économiques, la migration se poursuit. Les transferts de fonds, par exemple, représentent 3 fois l'aide publique au développement. 460 milliards de dollars envoyés chaque année par les migrants dans leur pays d'origine. C'est 3 fois l'aide publique au développement. Donc les pays du Sud ne sont pas prêts à lâcher la manne migratoire, quelles que soient les négociations qui sont en cours, parce que pour eux, c'est une source de devises très importante et de développement local. Donc la première raison, c'est les inégalités du développement humain, quand on le voit ici, l'IDH, qui comptabilise 3 critères, qui étaient ceux du prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui prend l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, le niveau de vie. Si on met ensemble ces critères, on a cette carte qui pointe l'Afrique subsaharienne parmi les régions les plus pauvres du monde, qui est en même temps une région où il y a une tradition de mobilité très forte, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques. Et dans la période coloniale, très souvent, il y avait aussi des mécanismes où les pays qui avaient des ressources étaient, disons, approvisionnés en main-d'œuvre par les pays qui avaient de la population. Et donc, peu de pays ont les deux, si j'ose dire, hein, sauf peut-être le Nigeria, mais on a toujours eu des mouvements de population dans un certain nombre de pays africains à cause de cette réalité. Autre facteur structurel très important, la démographie. Là, j'ai une vieille carte, mais j'en ai une dans le nouvel atlas beaucoup plus récente, mais ça ne change pas tellement les données du problème. L'Afrique subsaharienne n'a pas fait sa transition démographique.
alors que, contrairement aussi à une autre idée reçue sur l'affrontement entre les pays d'islam et les pays occidentaux, tous les pays du pourtour méditerranéen sont entrés depuis déjà une vingtaine d'années dans la transition démographique de façon très brutale, et l'islamisation de certains pays n'a eu aucun impact sur cette tendance lourde de la diminution du nombre des naissances. Donc on aura un paysage migratoire dans le futur dans ces régions très différent, puisque on aura moins de jeunes pour s'occuper de leurs parents, et pour l'instant, ils sont très disponibles, ils sont souvent au chômage, ils sont de plus en plus urbanisés, scolarisés, et ils sont nombreux à s'occuper de leurs parents, ils ont peu d'enfants, donc c'est le moment idéal pour migrer. Ce sera différent dans la génération future. Et puis des pays qui sont en déclin démographique très avancé, notamment la Russie, ce qu'on appelle la croix russe. C'est un système où il y a le taux de mortalité des pays du Sud et le taux de natalité des pays du Nord, donc avec un déficit qui s'accroît. Donc ça, c'est aussi une donnée très importante, avec d'autres éléments qui sont liés à la démographie, qui sont le phénomène du dévieillissement. Aujourd'hui, dans les curiosités migratoires, on a un développement des migrations nord-sud. Et dans ces migrations nord-sud, il y a non seulement des gens qui vont faire les experts, les expats, comme on dit, mais il y a aussi, surtout dans la crise européenne de 2008, on a eu beaucoup de départs de l'Europe du Sud vers d'autres Suds, mais aussi les fameux seniors au soleil, qui est un phénomène en plein développement qui est lié au tourisme international. Le touriste n'est pas un migrant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ces gens, ils s'installent au soleil parce que c'est moins cher, parce qu'ils ont une qualité de vie supérieure, et surtout qu'ils sont à âge égal dans une bien meilleure forme que leurs propres parents. Et donc, ils ont une espérance de vie qui a cru considérablement et qui fait qu'ils peuvent, après la retraite, s'ils sont en bonne forme, passer 15-20 ans dans des pays du Sud. C'est un phénomène très tendance aujourd'hui et c'est une partie de la migration nord-sud à l'échelle mondiale, pas seulement les Français qui vont au Maroc ou en Tunisie, mais aussi dans le sud de l'Europe, les Anglais dans cette région-ci, mais aussi ou au Portugal, mais aussi les Américains qui vont dans les Caraïbes ou au Mexique, et idem pour d'autres cas de figure à l'échelle mondiale. C'est une tendance lourde aussi des pays du Nord que d'aller au Sud. C'est un phénomène en pleine organisation. Autre élément également structurel, les grandes lignes de fracture du monde. C'est-à-dire qu'on a des lignes de fracture qui correspondent d'ailleurs à des mouvements migratoires importants. Grâce aux migrations, ces lignes de fracture s'atténuent un peu. Certains pays ont même changé de configuration. Par exemple, le Mexique, la Turquie, le Maroc, qui étaient exclusivement des pays de départ, sont devenus aujourd'hui des pays d'accueil ou de transit, parce que d'autres migrants viennent chez eux dans l'espoir de passer la frontière. Il y a tout un mythe de la frontière, aussi bien celle des États-Unis avec le Mexique que celle de la Méditerranée, que d'autres frontières dans le monde. Et donc, aujourd'hui, ces migrations atténuent les grandes lignes de fracture du monde. Et un de mes collègues politologues, Bertrand Badi, internationaliste, dit « Heureusement que les gens passent, parce que sinon, l'insécurité serait encore plus à nos portes, puisqu'on on enfermerait des gens qui sont jeunes, éduqués, urbanisés, etc., informés d'un côté, sans droit de sortie, et de l'autre côté, on aurait des gens riches et vieux qui seraient dans la crainte de l'arrivée de ces personnes, ce qui est en partie le cas, mais heureusement qu'il y a une certaine fluidité pour atténuer les grandes lignes de fracture du monde, parce que sinon les violences seraient encore plus fortes qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc on a des lignes de fracture États-Unis-Mexique, mais aussi Mexique-Amérique centrale, Méditerranée, avec des niveaux d'accès aux ressources de 1 à 20 entre les pays les plus riches de l'Europe du Nord et les pays du Maghreb, par exemple, entre l'Europe de l'Union européenne et l'autre Europe qui n'est pas entrée dans l'Union. Et puis en Asie, on a des pays riches et des pays pauvres, ou des pays qui sont entre les deux, qui sont affectés de façon très forte par ces mouvements migratoires qui sont liés effectivement à la tentative de changer de vie, pas seulement d'ailleurs sur le plan économique, mais aussi changer d'horizon.
se construire un projet, etc., surtout pour ceux qui considèrent que chez eux, il n'y a aucun espoir de voir changer la situation. Autre élément de cette mobilité qui l'atténue, c'est le régime des visas. On est dans un système un peu étonnant. Si on était Montesquieu, on se dirait quel drôle de monde. Nos passeports ne sont pas égaux. Le passeport européen, c'est un des plus intéressants, puisque avec le passeport européen, on peut, si on veut être simplement touriste, circuler librement dans 173 ou 174 pays, selon le pays européen auquel on appartient. Idem pour les États-Unis, le Canada. Avec le passeport russe, on peut circuler librement dans 91 pays. Avec le passeport chinois, dans 44 pays. Et puis, tout à fait au bout de la file, on a tous ceux dont on parle, les sans-papiers, ceux qui meurent en Méditerranée. J'entendais hier que 1700 personnes étaient mortes depuis le 1er janvier 2018 en Méditerranée. Il y a tous ces gens-là, les Soudanais, les Érythréens, tous ceux qui n'ont aucune possibilité de sortir de chez eux légalement, parce qu'il leur faut un visa pour presque toutes les destinations, puisqu'ils constituent un risque migratoire total, économique, politique. Et donc, la seule possibilité, c'est de faire appel à des passeurs, sauf s'ils sont très riches. Il y a des pays qui donnent des visas aux gens qui investissent ou qui achètent des appartements, des entreprises d'une certaine importance financière. Il y a des pays qui donnent des visas aux très qualifiés, aux joueurs de foot de classe internationale, etc. Mais pour le commun des mortels, il n'y a aucune possibilité. Ceux qui ont une vieille tradition migratoire peuvent jouer sur les liens familiaux, mais pour les autres, rien. Donc un monde où l'inégalité du droit à la mobilité est particulièrement cruciale. Et c'est un sujet qui aujourd'hui commence à affleurer sur la scène internationale. Autre élément structurel de ces mobilités, le monde des passeurs. Il y a une offre de voyage. Pourquoi les gens partent ? C'est des jeunes souvent, parce qu'on leur propose de partir. Il y a des gens qui ont fait métier de passeurs. Aujourd'hui en Libye, il y a eu un rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies qui est sorti en novembre, qui a parlé de l'enfer libyen, esclavage, prostitution, viol, etc. Donc les conditions sont atroces, mais ils se disent je suis prêt à vivre ça pour ensuite changer de vie. Donc il y a une mode aussi de la migration, comme il y en avait une au XIXe siècle, où c'était peut-être moins violent, mais il y avait les rabatteurs qui traversaient l'Europe pour essayer de trouver des clients pour ces fameux gros bateaux qui partaient de Hambourg, qui partaient de Gênes, etc., pour traverser le monde. Donc le monde des passeurs est très très important, et aujourd'hui, là-dessus, c'est greffé d'autres trafics. Se sont greffés d'autres trafics. Souvent, les gens sont interceptés aussi par les trafiquants de drogue, par exemple, comme au Mexique. Les cartels de la drogue viennent aussi racketter les migrants dans le fameux train qui emprunte toute la côte ouest depuis l'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis, etc. Et c'est tout aussi atroce que la Libye, mais on en parle moins parce que c'est plus loin de chez nous. Et il y a d'autres pays, par exemple comme la Chine, où la migration clandestine est très importante parce que c'est un pays qui a 100 millions de sans-papiers chez eux. C'est une originalité, si j'ose dire. La Chine a gardé le système du passeport intérieur, qui s'appelle le Hukou, qu'avait la Russie jusqu'en 1994, qui s'appelait la Propiska, qui a été supprimée. Et en Chine, les gens qui quittent leur village, parce que toute leur vie est liée au lieu où ils sont nés, en termes de droits, et donc s'ils quittent pour aller à la ville, ils perdent leurs droits, et donc ils se disent, plutôt qu'être sans papier et fort mal payés en Chine, autant partir à l'international, de même que la politique de l'enfant unique a favorisé la préférence pour le garçon et a activé une migration féminine chinoise très importante au début des années 90. Mais c'était juste une parenthèse. Autre phénomène, donc l'offre de voyage, et avec l'information. Ces gens, maintenant, reçoivent Internet, s'ils ont l'électricité, la télévision depuis très longtemps, le téléphone portable, ils sont informés. Ils sont pauvres, mais ils le savent. Par rapport au passé, et donc ils savent que s'ils franchissent parfois 200, 300 km, parfois beaucoup moins, eh bien ils peuvent changer de vie. Donc il y a tout un espoir autour de la migration, et puis fuir aussi des crises et des conflits. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on a 65 millions de réfugiés sur la scène mondiale, dont seulement 25 millions ont un statut de réfugié, mais beaucoup fuient aussi des situations extrêmes.
Et là, c'est les cartes des crises et des conflits, notamment le Proche-Orient et le Moyen-Orient particulièrement concernés. La mode de la mobilité, le tourisme international qui favorise d'autres mobilités, mobilité étudiante, les seniors au soleil. 1 milliard de touristes internationaux annuels, c'est colossal aujourd'hui. En France, on peut se féliciter d'être le premier pays touristique, 85 millions de migrants, de touristes, pas de migrants, mais de touristes annuels. Donc c'est un record, si j'ose dire, mondial. Alors, je voudrais simplement insister sur deux choses pour l'Europe. D'une part, l'Europe est la première destination migratoire au monde aujourd'hui. C'est une chose qu'elle accepte très mal, parce que l'Europe a été une terre de départ pendant très longtemps, pendant des siècles, depuis les grandes découvertes et même avant, jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et l'Europe, aujourd'hui, pour des raisons à la fois démographiques, pour des raisons d'image, de visibilité, de démocratie, etc., attire, et elle accepte très mal cette réalité. Même si elle a besoin de migration pour des raisons de main-d'œuvre, pour des raisons démographiques, le seul facteur de croissance de la population en Europe, c'est l'immigration, comme aux États-Unis, et pour des raisons aussi de compétitivité internationale. Mais elle accepte mal cette réalité, une réalité qu'elle partage curieusement avec les pays du Golfe, qui sont la troisième destination mondiale, après l'Europe et les États-Unis, mais qui ont besoin crucialement de la migration, mais qui ne l'acceptent pas et qui donnent très peu de droits à leurs migrants. Donc là, il y a vraiment un sujet très important, et on l'a vu récemment avec ce qu'on appelait la crise migratoire liée à l'arrivée des réfugiés, notamment syriens, de 2015, des pays européens qui sont entrés dans une sorte de partie de bras de fer entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, liée à la montée de régimes autoritaires, mais aussi une crise de confiance entre ces pays de l'Europe et la Commission européenne, en disant finalement, nous, on est souverains, vous nous proposez des choses, on ne veut pas, etc. Donc on a eu une crise des valeurs européennes. La solidarité est une valeur européenne, il ne faut pas l'oublier. Le droit d'asile est un principe reconnu par l'Europe, etc. On a eu une crise des valeurs européennes avec la crise de l'accueil des réfugiés, avec des réalités migratoires très différentes d'ailleurs d'un pays à l'autre, des réalités en termes de vieillissement, comme vous voyez sur la carte, très importantes, qui créent des besoins de main-d'œuvre. Par exemple, dans les pays vieillissants, les métiers du care, comme on dit, sont un sujet crucial, comme en Italie, et la plupart des sans-papiers ont été régularisés en Italie, en Espagne ou au Portugal, notamment dans ces métiers, parce que non seulement il faut soigner les gens âgés qu'ils ont chez eux, les super seniors, mais aussi il y a des gens qui se font soigner chez eux parce que c'est moins cher, comme en Portugal et en Espagne. Donc c'est une économie florissante, si j'ose dire, et ils ont crucialement besoin de main-d'œuvre. Et la réponse, alors qu'on a besoin de main-d'œuvre, alors qu'on pourrait imaginer que la mobilité est une bonne chose, ce qu'elle est économiquement, eh bien, l'Europe et beaucoup d'autres régions du monde se barricadent de murs. On est dans un monde de murs, de camps. Il y a eu le film de Weiwei sur ces murs et ces camps qui est sorti récemment, Human Flow. Mais là, je vous montre simplement les barricades dont on parle de temps en temps entre Ceuta et Melilla, avec l'enclave espagnole du Maroc, pour passer ceux qui essayent de passer en Europe, notamment les Africains, ce qui a transformé d'ailleurs le Maroc en pays d'émigration plutôt qu'il était, en pays d'immigration et de transit. D'autres murs, le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique, que le président américain veut achever, un mur entre l'Inde et le Bangladesh pour se protéger, 4000 kilomètres, pour se protéger des déplacés environnementaux, et beaucoup d'autres murs qui se ferment à l'intérieur même de l'Europe, alors que l'Europe, en principe, est un espace de libre circulation, comme on l'a vu depuis la crise de 2015. Un mur très important, celui-ci entre la Grèce et la Turquie, puisque ça a été le point de départ de la route des Balkans, qui a donné lieu d'ailleurs à un accord en demandant, l'Europe était aux abois et elle a cherché hors d'Europe une solution à la crise de l'arrivée des migrants syriens, entre autres, et donc elle a demandé à la Turquie de contenir cette marée, qui était d'ailleurs pas si importante que ça, parce que la plupart ont été accueillis par les pays du Proche-Orient, de garder dans son territoire, en Turquie, les Syriens. Aujourd'hui, la Turquie a sur son territoire donc 3,5 millions de Syriens et 4 millions de réfugiés qui viennent aussi d'Afghanistan, d'Irak, etc. Je ne sais pas quelle serait l'attitude des pays européens
avec cette importance de migrants dans ce contexte. Donc il y a un accord qui a été conclu. On essaye de conclure des accords avec les pays du sud de la Méditerranée. On parlait d'accord avec la Libye qui a été abandonnée depuis le fameux rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies de novembre dernier. Mais il y a toute une série de tâtonnements pour conclure en permanence des accords de rapatriement des sans-papiers, de demander aux pays de faire le tri en amont de l'Europe des demandeurs d'asile, etc. Une externalisation de la politique migratoire, notamment dans les pays qui sont des pays de transit, comme on le voit ici. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Je voudrais simplement dire que le résultat, c'est les morts en Méditerranée. On a environ 35 000 morts en Méditerranée depuis 2000, 40 000 morts si on compte les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc le bilan est consternant. Environ 3 000 morts par an en Méditerranée. Donc on peut se demander dans quel monde on est aujourd'hui. On n'est pas tout à fait au XXIe siècle en termes de conditions de voyage dans ces cas-là. On a beaucoup d'autres mobilités hors d'Europe. On ne voit que ce qui se passe chez nous, mais par exemple, le monde russe est affecté. C'est la 4e destination migratoire au monde aujourd'hui par de grands mouvements de population qui sont liés aux besoins de main-d'œuvre. Les pays de l'Asie centrale et du Sud-Caucase, qui ont des facilités, qui n'ont plus besoin de visa pour circuler en Russie, sont l'essentiel de la main-d'œuvre dans ce pays, qui pourtant les considère comme, avec beaucoup de discrimination, on les appelle les culs noirs, pour dire les choses. Mais c'est quand même l'essentiel de la main-d'œuvre. Ils préfèrent, alors qu'ils sont turcophones et de culture musulmane, aller en Russie qu'en Turquie, qui pourtant a essayé de les attirer pour des raisons touristiques, commerciales, etc., avec un succès limité. Là, on a la confluence de deux grands systèmes migratoires régionaux. D'un côté, la Turquie et ses voisins, qui a ouvert ses frontières à 45 pays, et de l'autre, la Russie, qui a ouvert ses frontières à toutes ces anciennes républiques soviétiques. Ensuite, donc, si on va du côté de la France, on pourra en dire un mot rapidement pour dire que l'essentiel de la migration, de l'histoire de la migration en France, c'est une migration de travail. C'est le monde du travail qui a structuré l'immigration en France, comme on le voit ici dans sa répartition, et c'est le fruit d'appels successifs à des besoins de main-d'œuvre à la fin du XIXe siècle avec l'industrialisation, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, une arrivée, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, des besoins de main-d'œuvre très importants, et puis l'arrêt de l'immigration en France comme dans tous les pays européens pour le travail en 1973 ou 1974 pour la France, 1973 en Allemagne, parce qu'on considérait que c'était la fin des grands besoins de main-d'œuvre avec la crise économique de 1973. Donc le paysage migratoire est très marqué par cette réalité, plus des afflux de réfugiés qui sont liés à différents épisodes depuis un siècle, mais qui ont moins marqué que cette immigration d'installation et de famille qui s'est sédentarisée, notamment après la fermeture de l'immigration de travail. Donc la leçon qu'on peut en tirer, notamment pour l'Europe, c'est que quand on ouvre les frontières, les gens circulent, et quand on les ferme, les gens se sédentarisent. Et ça, c'est une des grandes leçons de l'ouverture à l'Est. On a beaucoup de gens qui sont en mouvement, précisément, qui sont installés dans la mobilité comme mode de vie, de même que les doubles nationaux de la rive sud de la Méditerranée et d'ailleurs. Et alors que si on rend très précaire le séjour, les gens vont rester, essayer de se faire régulariser, donc vont être beaucoup moins mobiles que ceux qui sont dans des facilités de circulation plus importantes. Les plus mobiles, c'est nous tous qui sommes ici dans cette salle. Et dans le débat qu'on a sur le développement, dans ses liens avec la migration, contrairement à une idée répandue, plus il y a de développement, plus il y a de migration. Donc le développement à court terme et à moyen terme n'est pas une solution aux migrations. Si les pays du Sud se développent, on va voir de plus en plus de gens qui vont bouger. Et de même que le développement est une source de migration, la migration est aussi une source de développement, comme je vous l'ai dit, dans les pays du Sud. Donc c'est plutôt un phénomène convergent que complémentaire, les liens entre migration et développement, alors que beaucoup de politiques essayent de dire il n'y a qu'à développer pour mettre fin aux migrations. Je ne vais pas insister sur tout cela, je voudrais simplement insister sur la diversité des situations migratoires selon les pays européens, la question des Roms qui a commencé à se poser de façon cruciale avec l'ouverture à l'Est, et puis d'autres points de passage, d'autres murs, d'autres
points cruciaux, Russie-Chine, c'est un affrontement géopolitique, population contre territoire, par exemple, et également toute cette région donc, du Proche et du Moyen-Orient, qui est particulièrement affectée par les conflits. L'Afrique, qui a une grande tradition de mobilité, et qui est toujours inscrite dans cette tradition de mobilité, pour des raisons à la fois économiques et de conflits politiques depuis très longtemps. C'est souvent, parfois, une tradition qui a plus d'un siècle, la mobilité des gens de la région du fleuve Sénégal, par exemple. Les conflits, les grosses masses de réfugiés, de production de réfugiés, 6 millions de Palestiniens, 6 millions d'Afghans, donc 4 millions d'Irakiens, 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays. Donc toute cette région est particulièrement concernée par les mouvements de réfugiés. Et la Turquie, qui est toujours le plus grand pays d'émigration vers l'Europe, 4,5 millions de Turcs en Europe, mais qui est devenu un très grand pays d'accueil aujourd'hui, avec 4 millions de réfugiés sur son territoire. Et le Golfe, donc, dont je parlais, avec une très forte dépendance à l'égard des migrations, les murs, là encore, le mur de Cisjordanie, et des grands réservoirs de main-d'œuvre qui ont fait de certains pays des pays non seulement de départ depuis plusieurs siècles, les Indiens dans toute la région, 30 millions d'Indiens à l'étranger, mais aussi les Chinois, 50 millions de Chinois dans toute cette région. Donc, phénomène de régionalisation, y compris pour des migrations mondialisées, se vérifie parce qu'ils sont surtout là et aussi dans le monde, et avec toute une série de réseaux transnationaux, de cerveaux, mais aussi d'activités économiques transnationales et de création d'emplois dans leur pays liés à la migration. Les Indiens, par exemple, créent souvent des activités de sous-traitance pour des Indiens qui sont installés aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple. Mais c'est vrai aussi pour les Chinois. Des pays, certains en Asie, qui sont complètement tournés vers la logique migratoire. Un Philippin sur 10 vit à l'étranger. Donc la ressource essentielle des Philippins, c'est la femme philippine qui migre comme personne qui fait du care, les métiers du care, des soins à l'étranger. Et d'autres pays qui sont tantôt, selon la conjoncture, des pays d'accueil ou de transit. Les États-Unis, donc, c'est un système beaucoup plus connu, mais il est étonnant que le pays qui semble attirer le plus d'élites dans le monde est un pays qui est fondé dans son régime migratoire surtout un régime de regroupement familial. Et pour tempérer la chose, ils ont les fameux visas pour les qualifier, les H1B, et ils ont également un système de tirage au sort que M. Trump voulait supprimer dans les consulats américains des régions où les États-Unis considèrent qu'ils n'ont pas assez de migrants qui viennent de ces régions. Donc de temps en temps, il y a des tirages au sort pour les cartes vertes dans des pays qu'on ne connaît pas toujours d'ailleurs, pour essayer d'attirer des gens un petit peu de partout pour être en phase avec l'idéologie américaine du melting pot, etc., et un pays qui attire le monde entier. Mais en même temps, une très grande résistance à l'hispanisation du Sud, qui est très combattue par les plus conservateurs. L'Amérique du Sud, qui est complètement un système migratoire régional, presque tous les migrants du Sud d'Amérique du Sud viennent d'Amérique du Sud, comme on le voit ici. Dans les Caraïbes, on a une très grande mobilité aussi. L'Australie, qui est un pays à la fois forgé par les migrations et qui se ferme de plus en plus aux migrants, notamment réfugiés, qui payent des petits pays pour accueillir les réfugiés à leur place. Et puis une poursuite, et je terminerai là-dessus, de ces mobilités pour des raisons également structurelles. Les facteurs de la mobilité sont structurels, mais ils se poursuivent. L'urbanisation galopante de la planète, c'est la ville, la grande mégapole, et le point d'arrivée de la migration interne, le point de départ de la migration internationale dans la plupart des cas. Également, tous les accords qui facilitent aussi la circulation des personnes. Les transferts de fonds qui rendent les pays du Sud très liés à cette dépendance à l'égard des devises. Les migrations environnementales, qui sont un problème qui concerne surtout le sud de la planète, et qui va croître, puisque les experts du climat prévoient autour de 150 millions de déplacés environnementaux à la fin de ce siècle. Donc tous ces facteurs font que la migration est avec nous et aussi devant nous, qu'il faut accepter cette réalité, il faut essayer de vivre ensemble dans les meilleures conditions,
et non pas de faire l'autruche en disant on ne veut pas voir ça. Et malheureusement, souvent le court terme l'emporte sur le long terme dans les décisions politiques qui sont prises sur ce sujet. Il y a une difficulté d'accepter la réalité de la part des décideurs. Ils acceptent plus la réalité telle que décrite par les astrophysiciens que par les spécialistes de toute une série de sujets de société, comme on dit. Et il y a une certaine résistance du dialogue entre le savoir et le pouvoir dans ce domaine qui est particulièrement crucial. Je voudrais pas prolonger, je voudrais simplement dire que le phénomène nouveau, c'est qu'aujourd'hui, sur la table internationale, notamment celle des Nations Unies, on commence enfin à parler des migrations. C'est un sujet dont on ne parlait jamais dans les grandes conventions internationales, au G7, au G8, au G20, etc. Il a fallu la crise de 2015 pour qu'on commence à s'en préoccuper à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a décidé d'élaborer un pacte mondial sur les migrants et les réfugiés qui sera finalisé et proposé à la signature des États à la fin de cette année, en décembre 2018, et avec une tentative de dialogue entre le Sud et le Nord en la matière, dans un système que les internationalistes appellent le multilatéralisme, c'est-à-dire avec des acteurs qui ne sont pas que des États, mais qui sont aussi des grandes ONG, des entreprises, des syndicats, des gens de la société civile, etc., pour essayer qu'il y ait une sorte de gouvernance, comme on dit dans le jargon, de gouvernance mondiale sur cette question, pour éviter les effets pervers les plus criants de cette entrée en mobilité du monde et pour éviter aussi les formes d'exploitation les plus odieuses. Il ne faut pas oublier qu'il y a des tas de gens dans le monde qui, parce qu'ils sont migrants, n'ont aucun statut. Je terminerai là-dessus. Aucun statut. On a 13 millions d'apatrides dans le monde. On a des quantités de sans-papiers par plusieurs millions. On ne connaît pas tout à fait leur nombre parce qu'en principe, ils ne se font pas tous connaître. Il y a des gens qui sont déboutés du droit d'asile sans aucune solution puisqu'on ne les renvoie pas dans un pays en guerre sans leur donner pour autant de statut. On a des tas de gens. Aujourd'hui, les gens qui sont mobiles ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires. Donc il faut s'interroger, puisqu'on considère que la mobilité est une forme de modernité. Quid du statut des gens qui sont mobiles? C'est une interrogation que l'on peut poser à l'échelle mondiale. Les États se retrouvent dans un certain inconfort dans leur incapacité à maîtriser la population de ceux qui sont en mouvement.